Le débat entre libre-échange et protectionnisme. Au XVIIIe siècle, les mercantilistes ont développé une conception particulière. Ils défendent le protectionnisme. En effet, selon eux, l'économie ne peut pas connaître de croissance économique durable. Ainsi, le stock de richesse dans le monde est constant. Dans ces conditions, l'échange international est un jeu à somme nulle. Ce que gagne un pays va automatiquement être perdu par un autre. Dans ces conditions, chaque pays souhaite augmenter ses exportations et diminuer ses importations. Les échanges internationaux sont donc difficiles. À la fin du XVIIIe siècle, la vision libérale va se développer. Celle-ci considère que le protectionnisme est inefficace. En effet, selon les libéraux, le libre-échange est la solution optimale. Il va assurer une amélioration du bien-être de tous les échangistes. C'est d'abord l'analyse d'Adam Smith. Selon lui, les pays vont se spécialiser, et donc, ils vont produire des biens de meilleure qualité et moins chers. Dans ces conditions, cela augmente la satisfaction des consommateurs. David Ricardo, lui, va montrer que les pays se spécialisent dans la production pour laquelle ils disposent d'un avantage comparatif. Ainsi, ils se spécialisent dans les secteurs où la productivité est la plus forte. Et donc, la productivité générale de l'économie augmente, ce qui permet une augmentation de la production. Heckscher-Ohlin et Samuelson vont démontrer que l'échange international aboutit à la convergence des économies. En effet, chaque pays se spécialise dans la production qui utilise intensément le facteur de production dont il dispose en abondance. Ainsi, il y a une augmentation de la demande du facteur abondant. Ce facteur devient relativement plus rare. En même temps, il y a une diminution de la demande du facteur rare. Celui-ci va donc devenir relativement plus abondant. On peut le voir en prenant l'exemple de deux types de pays. Ainsi, le premier pays, riche, exporte des produits incorporant beaucoup de capital. Le facteur capital va donc devenir relativement plus rare sur le marché. Et donc, le prix du capital va augmenter. En revanche, ce pays riche importe des produits incorporant beaucoup de travail. Ainsi, ce facteur travail va devenir relativement abondant dans le pays riche. Et donc, son prix va baisser. C'est le contraire pour le pays en développement. Celui-ci exporte des produits incorporant beaucoup de travail. Et donc, ce facteur travail va devenir relativement plus rare sur le marché. Et, automatiquement, son prix va augmenter. En revanche, ce pays en développement importe des produits incorporant beaucoup de capital. Et donc, le facteur capital devient relativement abondant dans les pays en développement. Le prix du capital va alors baisser. Il y a donc une réduction des inégalités de rémunération entre pays. Les nouvelles théories de la croissance vont aussi montrer que le libre-échange est la solution optimale. En effet, le resserrement des liens économiques entre les pays fait que les techniques se diffusent. Et donc, cela génère de la croissance économique. Ensuite, l'échange international va permettre le développement des chaînes de valeur mondiales, qui permet d'augmenter la compétitivité des entreprises. Mais aussi, l'augmentation de la taille des marchés assure les économies d'échelle. Il y a ensuite une augmentation de la concurrence entre les entreprises, et donc ces trois éléments vont permettre la baisse des prix, qui va profiter aux consommateurs. Cette vision libérale montre aussi les limites du protectionnisme. En effet, selon la vision libérale, le protectionnisme est un jeu à somme nulle. Certains agents, certes, y gagnent, mais d'autres y perdent. C'est ce que démontre Ricardo à son époque. En effet, les consuls défendent l'agriculture anglaise contre les importations de céréales. Ainsi, le prix des céréales augmente, ce qui est à l'avantage des agriculteurs, mais au contraire, est au désavantage des industriels. Ceux-ci doivent augmenter les salaires des ouvriers pour leur permettre d'assurer leur survie. C'est encore le cas aujourd'hui. En effet, quand on protège certaines industries peu compétitives, on va favoriser ces industries, leurs profits vont augmenter. Au détriment des consommateurs, ils vont payer plus cher ces produits. Ensuite, les barrières douanières, mises en place par le protectionnisme, n'incitent pas les producteurs nationaux à faire des efforts pour devenir plus compétitifs. Ils ne vont donc pas se spécialiser dans les produits porteurs. Ils ne font pas d'efforts sur les prix ou sur la qualité des produits. Ainsi, le pays risque d'accumuler du retard. Ensuite, ce protectionnisme, mis en place par un pays, peut générer des représailles. En effet, les autres pays vont aussi mettre en place des politiques protectionnistes.
Ainsi, le protectionnisme se généralise, ce qui réduit la croissance économique. Cependant, pour d'autres auteurs, le protectionnisme peut être efficace sous certaines conditions. En effet, le protectionnisme peut être un préalable à l'ouverture. Ainsi, on note de nombreux exemples de développement qui sont basés en apparence sur la logique libérale, mais qui sont en réalité conformes à la logique du protectionnisme. Ainsi, la Grande-Bretagne au XVIIIe et XIXe siècle a d'abord protégé son industrie textile, naissante de la concurrence indienne. De même, les États-Unis, avec la doctrine de Monroe, ou l'Allemagne, ont reproduit la même stratégie de protectionnisme. Ensuite, plus récemment, le Japon ou la Corée du Sud ont développé les exportations tout en protégeant leur marché intérieur par des barrières douanières. Ainsi, le protectionnisme doit être temporaire. C'est le protectionnisme éducateur de List. En effet, selon lui, la spécialisation ne tombe pas du ciel, elle est construite par le pays. Ainsi, un pays en retard doit mener une stratégie de protectionnisme offensif. Comme son industrie n'est pas compétitive, si elle n'est pas protégée, elle ne se développera pas. Il faut donc la protéger par des barrières douanières. Ainsi, ces barrières douanières permettent d'avoir un marché captif. Ainsi, il y a certes une augmentation des prix pour le consommateur, mais si elles sont provisoires et dégressives, elles permettront de rendre l'industrie compétitive. Ensuite, quand elle deviendra compétitive, elles seront progressivement abandonnées. Ce protectionnisme temporaire a aussi été développé dans la théorie du développement en vol d'oies sauvages de Kaname Akamatsu. C'est une application du protectionnisme éducateur au cas des pays en développement. Et il est basé sur l'exemple du Japon. Ainsi, au départ, les pays en développement vont se spécialiser dans les produits de première génération, c'est-à-dire ceux qui sont bas de gamme. Ensuite, grâce à l'augmentation des recettes d'exportation, ils vont pouvoir faire une remontée des filières. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir maintenant se spécialiser dans des produits de milieu de gamme. Ensuite, là aussi, les exportations vont augmenter. Cela va donc leur permettre à nouveau de passer à des produits de meilleure qualité, c'est-à-dire là aussi une remontée des filières, vers des produits haut de gamme. À chaque fois, le processus est toujours le même. D'abord, le pays importe le produit, puis ensuite, il produit le bien dans son pays. Troisièmement, il exporte, et enfin, il va le délocaliser dans des pays plus pauvres. Le protectionnisme doit ensuite être ciblé. C'est le protectionnisme défensif de Kaldor. L'objectif, c'est de protéger de la concurrence étrangère les entreprises vieillissantes pour lesquelles la compétitivité des prix joue un rôle déterminant. Cela veut dire qu'il faut protéger certains secteurs pour protéger les emplois. Ce protectionnisme a deux caractéristiques. Il doit être sélectif. Il doit concerner uniquement certains secteurs qui ont besoin de s'adapter à une nouvelle forme de concurrence pour ne pas disparaître. Il doit être aussi transitoire, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps au pays pour prendre des mesures de reconversion et de reclassement des salariés. Cependant, ce protectionnisme défensif a des limites. Il va entraver les capacités d'adaptation de l'économie et il paraît aujourd'hui inutile. En effet, une grande partie de l'industrie française basée sur du travail non qualifié a déjà été délocalisée. Une autre forme de protectionnisme ciblé est le protectionnisme offensif ou le protectionnisme stratégique de Krugman. C'est l'exemple d'Airbus et de Boeing qui montre que quand on ne se situe pas sur des marchés de concurrence pure et parfaite, une politique protectionniste est utile. En effet, un pays qui dispose d'une avance technologique va mettre en place des barrières à l'entrée qui dissuaderont ses concurrents étrangers de se lancer. Dans ces conditions, le pays en retard doit et a intérêt à mener une politique protectionniste. En effet, cela va lui permettre de constituer des avantages comparatifs sur les marchés les plus dynamiques. Il va donc obtenir une place sur le marché oligopolistique caractérisé par de fortes barrières à l'entrée. Et donc, c'est un protectionnisme offensif sur les industries de l'avenir. Cependant, ce protectionnisme a aussi des limites. C'est ce que montre l'exemple de Boeing et d'Airbus. En effet, la politique menée par les deux gouvernements peut être assimilée à un jeu à somme négative. En effet, les pertes qu'ont subies les Américains n'ont pas été compensées par une amélioration du bien-être des Européens.